Alors bonjour à toi formateur et formatrice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog formation de formateur.fr. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui pourrait t'intéresser étant donné que peut-être tu te lances dans le domaine de la formation. Nous allons donc voir ensemble les 10 erreurs courantes, à mes yeux, commises par les formateurs débutants. Mais pas que. C'est parti! Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti! Je sais qu'en fait, au début, ça peut sembler décourageant parce qu'on fait des erreurs et parfois, tu auras peut-être envie de te taper la tête contre les murs en te traitant de tous les noms. Alors moi, je suis passée par là parce qu'en plus, j'ai une forme de syndrome de l'imposteur. Donc, sur une vidéo là-dessus aussi, mais du coup, j'ai aussi l'envie d'être perfectionniste. Peut-être que tu es comme ça. Et donc, en fait, à la moindre erreur, ça y est, je suis presque prête à m'effondrer. Mais t'en fais pas, parce que ce que j'ai compris en plus de 20 ans de carrière, c'est que tout le monde fait des erreurs et puis que finalement, c'est de cette façon que l'on apprend et que l'on s'améliore, contrairement peut-être à ce que nos enseignants ou nos professeurs à une certaine époque, lorsque tu as mon âge, t'expliquaient, c'est-à-dire l'interdiction du droit à l'erreur français qui est assez terrible, la sanction à la première faute. Donc, ce qui peut générer aussi chez toi un stress supplémentaire lorsqu'à l'âge adulte, tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas. Alors, sans plus attendre, voilà les 10 erreurs que tu devrais éviter en tant que formateur débutant. Et la première, ce serait d'ignorer qu'il faut te préparer. C'est qu'en fait, il faut savoir que je dirais quasiment 80% de la réussite de la formation passe par sa préparation. Donc vraiment, ne sous-estime pas ce temps de préparation, d'entraînement que tu vas devoir faire, peut-être tout seul, dans ton bureau, dans ta salle à manger, voilà, ça dépend où tu habites. Et bien sûr, tu vas gagner de l'expérience aussi dans la pratique, mais c'est bien de t'entraîner avant, de t'assurer de bien connaître ton sujet, de préparer ton matériel, de savoir en fait le placer, l'installer et de planifier aussi tes activités donc à l'avance avec par exemple un scénario pédagogique. La deuxième erreur courante, c'est le manque d'interaction lors des formations. Parce que quand tu débutes, en fait, comme tu as peur de ne pas pouvoir tout dire, de ne pas réussir en fait à boucler ton programme, ou peut-être que tu es inconsciemment effrayé à l'idée qu'on te pose une question à laquelle tu ne saurais pas répondre, eh bien en fait, le défaut majeur du formateur débutant, c'est qu'il parle, et puis parfois, il oublie tout bêtement d'échanger avec ses apprenants. Alors, sache que déjà c'est une peur légitime, mais qu'au contraire, les tensions que tu peux sentir dans le groupe, etc., ou entre toi et les gens du groupe, ou entre les gens entre tes apprenants entre eux, eh bien ça va disparaître lorsque tu vas les impliquer, les mettre en exercice, encourager les questions, les discussions, les activités pratiques. Parce que l'interaction, elle favorise chez l'adulte l'apprentissage actif et maintient l'engagement. Bon, bien sûr, c'est un énorme facteur de stress pour un formateur débutant. Comme je te le disais tout à l'heure, le pire, c'est de se dire, est-ce que je saurais répondre quand on va me poser telle ou telle question? Mais tu verras qu'en général, ça se passe bien. Tu connais ton sujet, tu le maîtrises, tu es légitime d'être là. Sinon, tu n'aurais pas monté cette formation. Et puis, ça nous arrive de ne pas savoir répondre. On n'est pas non plus des robots. Moi, quand je ne sais pas répondre à une question, qu'est-ce que je fais? Je la note. Je profite de la pause ou de l'intercession entre deux journées pour aller tout simplement chercher la réponse. Et puis, je la porte en suivant à mon apprenant. Alors que si la session de formation est terminée, je prends son mail. Et puis, je lui renverrai un mail après. Rien de grave à donner la réponse plus tard. Personne ne s'attend à ce que tu sois un sachant parfait dans ton domaine d'intervention,
Sauf si bien sûr tu es dans le topissime des experts et que tu t'adresses à des experts eux-mêmes qui s'attendent à ce que tu sois plus expert qu'eux. Et encore, je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit à l'erreur. La troisième erreur, ce serait de parler trop vite. Quand on débute, on a tendance à parler super vite sans s'en rendre compte parce que c'est l'adrénaline en fait qui prend le dessus. Et parfois on parle tellement vite que les apprenants ne comprennent rien et puis ils n'osent pas t'interrompre. Bon, d'ailleurs la problématique c'est quand tu parles comme ça et que tu ne prends pas le temps de respirer, ils n'ont pas l'opportunité de t'interrompre pour te poser des questions. Donc cool, en fait, respire et ralentis ton débit de parole en faisant attention à l'articulation, d'accord ? Les apprenants, ils ont besoin de temps, en fait, pour absorber les informations. Donc, fais des pauses régulières avec eux, mets-les en exercice, ça leur donne l'occasion de réfléchir et puis ensuite de revenir vers toi pour poser des questions. La quatrième erreur, je dirais que c'est d'utiliser un langage trop technique, c'est-à-dire, tu vois, de jargonner. Parce que quand on est débutant et qu'on est expert dans un domaine, on ne se rend pas forcément compte que la pédagogie nécessite souvent en fait de simplifier son vocabulaire technique et surtout en fait de s'assurer qu'il est bien partagé par nos apprenants, c'est-à-dire d'être sûr qu'on parle la même langue, qu'ils possèdent les acronymes, parce que en fait, il faut savoir une chose, c'est que toi tu les possèdes, mais peut-être pas eux. C'est pour ça qu'ils viennent se former, parce qu'ils débutent dans ton domaine d'activité. Donc, il y a une phase de démarrage où, en fait, on va vérifier qu'on parle bien la même langue. Donc, adapte ton langage au niveau de compréhension de ton public et puis explique tout simplement les concepts de manière claire et concise. Je te rappelle qu'un schéma ou des dessins sont souvent plus efficaces qu'un long discours et en tout cas peuvent éclairer et appuyer ton discours. La cinquième erreur, je dirais, c'est de manquer de préparation visuelle. C'est-à-dire que parfois, dans la précipitation, tu comptes sur toi, tu comptes sur le paperboard, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et en tout cas, quand tu débutes, pourquoi ? Parce que ça veut dire sinon, il n'y a que toi qui va être le centre d'intérêt et d'interaction avec tes apprenants. Et si tu es stressé, il faut savoir que le fait d'avoir un support, par exemple PowerPoint, que tu défiles, pas forcément très compliqué, tu vois, avec des images, des schémas, ne serait-ce que le plan, ça va occuper ceux qui sont visuels. Et c'est important aussi pour illustrer tes propos et faciliter la compréhension de tes apprenants qui ne sont pas forcément auditifs, mais qui aiment bien avoir des supports visuels. La sixième erreur, ce serait d'ignorer les besoins individuels. Souvent, quand on forme en groupe, un groupe de personnes, on se dit que on va faire la même chose pour tout le monde. Or, on a bien constaté déjà dans notre vécu personnel, tu vois, quand on était à l'école, que non, on n'apprenait pas forcément tous pareil, qu'on avait des styles d'apprentissage différents, mais que nos enseignants, face à des classes chargées d'une trentaine d'élèves, ne peuvent pas faire du sur-mesure. Nous, on a plutôt la chance en formation pour adultes, je dirais, de former entre 10 et 20 personnes maximum. On peut choisir aussi et décider d'intervenir avec des groupes de 10 à 15 individus maxi. Donc, on va essayer de personnaliser au maximum la formation en prenant en compte les différentes préférences ou en adaptant ton approche en conséquence de ça. Parce que tu le sais, tu sais que tu vas avoir des visuels, tu sais que tu vas avoir des auditifs, tu sais que tu vas avoir des gens qui ont une préférence pour l'apprentissage, on appelle les kinesthésiques, qui vont mettre en pratique. Alors tu vas faire tout ça. Parce que forcément, à l'avance, tu ne sais pas qui tu vas avoir. Et avec toute cette petite batterie d'outils que tu as préparée, c'est pour ça que je te disais que la préparation, c'était fondamental, eh bien, tu sauras t'adapter à tes apprenants. Une autre erreur, c'est de manquer de clarté dans tes objectifs. Pense bien, avant de commencer la formation, à expliquer clairement les objectifs de la formation et
tes attentes et les attentes de la formation à leur égard. Parce que ça va les aider aussi à se concentrer sur ce qui est vraiment important et à rester motivés tout au long de la formation. Et ça aussi, on va voir après, c'est un de mes conseils, c'est de l'associer à des petites évaluations régulières. Comme ça permet aux apprenants de vérifier qu'ils sont bien sur le chemin de l'apprentissage. Et ça, souvent, le formateur débutant, il l'oublie parce que le stress fait que tu veux démarrer un peu sur les chapeaux de roue, tu penses que tout le monde a lu le programme, que voilà, mais non, pas forcément en fait. Et donc, c'est bien de reprendre les 3-4 objectifs principaux dans ton introduction. Une autre erreur majeure, c'est de ne pas utiliser suffisamment le retour d'information ou les feedbacks de la part de tes apprenants, alors qu'ils sont fondamentaux pour un formateur, qu'il soit débutant ou non d'ailleurs. Donc, encourage-les activement à donner leur avis, à faire part de leurs commentaires tout au long de la formation. Que la formation, elle soit en présentiel, en distanciel ou en ligne. Il faut en fait que tu utilises ces retours qui vont te faire pour t'améliorer et puis ajuster ta méthode d'enseignement pendant la formation, mais aussi après, puisque tu vas pouvoir t'améliorer aussi d'une formation, d'une session à l'autre. Donc, à la fin de la formation, il faut savoir que normalement, ils sont censés répondre à un questionnaire d'évaluation et ils évaluent la formation et donc aussi, quelque part, toi, ta prestation de formateur. Prends le temps de bien lire ce qu'ils ont noté. Alors parfois, je dirais que notre fierté peut en prendre un coup parce qu'on pensait avoir très bien travaillé ça et puis finalement on se rend compte que eux n'ont pas eu du tout la même vision des choses. Donc là, ça peut faire mal. On se dit zut, moi je ne l'avais pas vu comme ça. Mais c'est ça l'apprentissage aussi par l'erreur pour nous formateurs, parce qu'on enseigne aux autres, mais ils nous enseignent aussi plein de choses, notamment sur notre façon à nous de transmettre notre savoir. Une autre erreur des formateurs débutants, c'est de manquer de dynamisme. Pourquoi ? Parce que en tant que débutant, on se dit je ne sais pas gérer mes mains, je ne sais pas gérer mon corps, je ne sais pas vraiment où me mettre. On n'est pas très à l'aise et donc on fait un peu la statue, c'est-à-dire on reste un peu dans la position du baobab, c'est-à-dire on reste un peu planté là et du coup ce manque de dynamisme physique, que ce soit en présentiel ou en distanciel ou même en ligne, tu vois, si tu fais si tu es figé, les bras croisés pendant que tu récites ton cours, c'est pas intéressant. Et donc il faut aussi, dans le dynamisme, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le côté postural, il y a aussi tous les exemples que tu vas donner, toutes les anecdotes, les études de cas, les mises en situation. Donc dans ton scénario pédagogique, pense bien à rythmer ta session de formation pour, je dirais, alterner les méthodes, tes méthodes pédagogiques. Donc un coup de la théorie, un coup un exercice pratique, un coup une étude de cas, une mise en situation, hop, on repart sur de la théorie, etc. Il va falloir rythmer en fait ta formation. Je dirais que l'ultime erreur, ce serait de ne pas évaluer l'apprentissage, c'est-à-dire que n'oublie pas que tu as des objectifs à faire atteindre à tes stagiaires pendant ta formation. Donc, il est important de t'assurer que tes apprenants, ils suivent pendant ta formation et qu'ils ont acquis, bien sûr, les connaissances et les compétences visées par ta formation. Pour ça, n'attends pas la dernière minute. Utilise des petites évaluations régulières. Ça peut être des quiz. Pour ça, tu as des choses assez ludiques, des outils en ligne comme Kahoot, par exemple, qui te permettent de faire un petit quiz rapide. Et puis, si tu ne sais pas faire, eh bien, tu peux lui faire sur format papier, sur Word. Tu leur mets un petit QCM à faire. C'est toujours ludique. Et puis, ça permet de vérifier ce qu'ils savent pas, les points à travailler. Peut-être de plutôt faire un exercice là-dessus que là-dessus. Donc, ça te permettra de vérifier la compréhension de tes apprenants et puis d'identifier les éventuelles lacunes qu'ils ont à combler pour rectifier le tir pendant ta formation et pas après. Alors en résumé, déjà en évitant ces erreurs courantes et en te préparant, tu seras déjà sur la bonne voie en fait pour devenir un formateur super efficace et compétent. Puis n'oublie pas que l'apprentissage, c'est un processus continu.
fait d'erreurs. Alors ne te décourage pas. Si bien sûr tu te trompes en chemin et que tu trébuches, ce n'est pas grave. Le sage dit on ne tombe jamais deux fois sur la même pierre. L'important, c'est d'apprendre de tes expériences, de t'améliorer progressivement et d'aider tes apprenants à franchir différentes étapes et à atteindre leurs objectifs. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.